20h30, l'information reprend ses droits sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de la grande édition. Accord de partenariat économique, l'Union européenne va verser sur 5 ans 6,5 milliards aux pays de l'Afrique de l'Ouest, soit un peu plus de 4 milliards. Mouvement d'humeur avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales qui va déposer un préavis de grève à partir de mardi, selon le secrétaire général Sidi Ndiaye. Épidémie Ebola, comment les coiffeurs comptent préserver leur sécurité et celle de leurs clients? Élément de réponse dans le reportage du jour, alors que le Sénégal a décidé d'ouvrir un corridor humanitaire afin de permettre aux organisations humanitaires de porter assistance aux pays de la sous-région touchés par l'épidémie. L'Ukraine et la Russie relativisent les accrocs dans le cessez-le-feu face aux enjeux de l'accord de paix signé avec Minsk, tandis que de nouveaux bombardements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à ce lundi aux alentours de la ville portuaire de Mariupol dans l'Est. Et puis, face à face, Sénégal-Botswana, les Lions du football se sont envolés ce lundi vers 11h pour le Botswana. Alain Giresse s'attend à un match rude, même si le Sénégal est premier dans la poule G. Voici pour le sommaire, le développement, ce sera dans une poignée de secondes. Ravi de vous retrouver pour la présentation de cette présente édition. Je vous le disais dans les titres, l'Union européenne va verser sur 5 ans 6,5 milliards aux pays de l'Afrique de l'Ouest, soit un peu plus de 4 000 milliards. Ce financement entre dans le cadre de l'accord de partenariat économique qui sera bientôt signé. Cet accord vise non seulement à faciliter les relations commerciales entre l'UE et les pays de la CEDEAO, mais aussi faciliter l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le tarif extérieur commun de la CEDEAO doit entrer en vigueur en janvier 2015. Amara Souma pour le compte rendu. Ouverture des marchés, baisse des recettes douanières, non-subvention des produits agricoles en destination de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, entre autres points, de l'accord de partenariat économique. Ce protocole prévoit aussi une mise à niveau des petites et moyennes entreprises de la sous-région. Il faut naturellement que nous puissions avoir des entreprises qui soient en mesure d'adresser ce marché international qui n'est pas seulement un marché sous-régional. Et ça, pour le faire, on a besoin justement de mettre à niveau ces entreprises, pour leur permettre d'avoir une production de qualité, d'avoir un matériel de production qui leur permet justement d'être à niveau. L'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne a été approuvé à Accra au Ghana le 10 juillet 2014 lors de la 45e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Objectif, faciliter l'intégration des pays concernés dans l'économie mondiale. Avec ces APE, le producteur sénégalais de bananes qui est à Tambacounda, ou le producteur d'oignons qui est à Podor, ou le producteur de riz qui est dans l'Anambé ou dans la vallée, peut vendre son produit aujourd'hui avec les APE sur le marché européen. L'aménagement du gouvernement de sites industriels dans le site de Diamniadio pour permettre à des petites et moyennes entreprises de s'installer et de pouvoir produire entre dans ce cadre-là. L'aménagement, plus de 60 milliards que nous allons mettre dans la vallée pour aménager des vallées pour la production de riz, entre exactement dans ce cadre-là. Mais au niveau de l'intégration régionale, ces appuis sont importants puisqu'il faut rappeler quand même que la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient déjà des accords intérimaires. Et donc si l'Afrique de l'Ouest ne trouvait pas un accord avec l'Union européenne, nous risquons d'aller justement vers un éclatement. L'accord contient par ailleurs un volet financement. Sur ce point, l'Union européenne versera 6 milliards 500 millions d'euros, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA sur 5 ans. 50% de ces ressources seront consacrées aux infrastructures liées au commerce. Le second poste porte sur le renforcement des capacités de production à hauteur de 28%. Et le troisième poste porte sur le renforcement du commerce intra-régional. Le quatrième poste a trait à ce qui est l'impact fiscal à hauteur de 7%. Et enfin, il y a 1% qui est consacré au volet suivi-évaluation.
Amara Souma, il reste cependant la signature de cet accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Le ministre du Commerce assure que le protocole sera très prochainement examiné par les députés. Nous suivons Aloussar, toujours au micro de Amara Souma. Les chefs d'État ont validé le choix des accords. Naturellement, il y a une deuxième étape qui consiste dans ce qu'on appelle, qui va être introduit, donc la ratification au niveau des parlements. Mais ça, c'est un deuxième volet qui sera fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, nous avons mis en place un comité avec la direction extérieure pour mettre en place une sorte de séminaire avec les parlementaires. Et d'ailleurs, j'ai reçu ce matin la lettre du président de l'Assemblée nationale pour nous donner le point focal de l'Assemblée nationale pour justement être aussi des porteurs de ce projet. Parce que ces projets, le partenariat économique, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne ne sont pas faits contre l'économie nationale. Et je dois rappeler quand même que c'est lorsque les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest à Dakar en octobre dernier ont confié le dossier au président Macky Sall que les choses sont accélérées dans le bon sens. Parce que quand même depuis 2002 on était dans une impasse et naturellement dans cet espace-là nous avons pu arriver à un accord. En tenant compte justement des contraintes qui sont mises sur la table par un certain nombre d'États, notamment certains pays comme le Nigeria. Et naturellement nous avons aujourd'hui un accord qui est équilibré, qui préserve les intérêts de nos pays. Et naturellement il faudra se battre sur le marché international pour être de véritables acteurs économiques. Cela dit, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales va déposer un préavis de grève à partir de mardi, c'est-à-dire demain, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de valider la procédure leur permettant d'intégrer la fonction publique. Ils l'ont fait savoir ce lundi en Assemblée générale et le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, Sidia Ndiaye, n'a pas manqué de souligner la question du redéploiement des agents des collectivités locales et la suppression des régions ont été soulevées. Rogisaro, reportage. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales au Sloton. Ce dernier refuse d'être considéré comme le dindon de la farce. L'intersyndicale a voulu attirer l'attention des autorités de la République sur la nécessité de faire en sorte que le processus de validation et de mise en œuvre de la fonction publique soit une réalité. Parce que nous avons constaté que depuis lors, c'est la réforme sur l'acte 3 qui nous a un peu retardé. Maintenant, ils ne peuvent plus attendre. Les travailleurs sont là et vous les avez suivis. Ce qu'ils veulent, c'est que véritablement que la fonction publique locale voit le jour dans les jours et semaines à venir. Faute de quoi nous serons mobilisés, nous serons dans la rue pour véritablement revendiquer, parce que nous considérons que c'est notre droit. Ils exigent la suspension du redéploiement du personnel si toutefois leur statut reste inchangé. La première des choses, nous demandons la suspension de ce redéploiement qu'on est en train de faire. Le temps que les gens se concertent, qu'ils puissent réfléchir mûrement pour trouver les solutions appropriées qui ne les auront pas les travailleurs et qu'à partir de ce moment-là, les choses pourront se continuer. Nous travaillons dans les commissions depuis le début, depuis les premiers textes de revendication jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2006 à aujourd'hui, nous avons travaillé sur ça. Et aujourd'hui, on vous dit que ça peut être appliqué dans maximum 2 mois. Pourquoi ne pas faire une transition donc qui va jusqu'à fin d'année et à partir de ce moment-là, on applique la fonction publique locale et que maintenant tout le monde est dans la paix. On dit on n'est pas contre une réforme, mais ça doit être mûri, réfléchi et bien étudié. Face à l'inertie des autorités, les travailleurs de l'intersyndicale menacent de partir en grève en mi-octobre si rien n'est fait. Demain, nous allons déposer un préavis de grève et nous allons programmer une marche le 9 octobre et entre les 14 et 15, peut-être que si rien n'est fait, nous irons en grève générale. La rencontre d'aujourd'hui s'est soldée par une pluie d'applaudissements dans une salle pleine comme un œuf. Au finish, le plan d'action a été approuvé à l'unanimité et les syndicalistes indignés promettent de passer à l'étape supérieure si toutefois leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. À ce stade du journal, nous parlons santé, la santé qui préoccupe au plus haut niveau. Le Sénégal a décidé d'ouvrir un corridor humanitaire afin de permettre aux organisations humanitaires de porter assistance aux pays de la sous-région touchés par l'épidémie d'Ebola. C'est une annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette opération se fera dans un cadre sécurisé de concert avec toutes les parties prenantes, précise le département
département de la santé, des organisations humanitaires qui veulent faire de Dakar une base régionale pour pouvoir acheminer dans les 3 pays touchés les équipes médicales obligées de faire des rotations. Le matériel et l'aide alimentaire urgente ont invité le Sénégal à ouvrir un corridor humanitaire. Tous les bureaux régionaux des organisations de l'ONU ainsi que des ONG comme MSF sont en effet installés à Dakar. Nous restons avec l'épidémie d'Ebola qui n'est pas seulement une urgence de santé publique, c'est également une question de sécurité et santé, surtout au travail. Les médecins et les infirmières ne sont pas les seuls concernés. Toute autre personne qui manipule les corps peut être en danger. Fort de ce constat, les coiffeurs ont décidé de mettre les bouchées doubles pour combattre le virus. En plus d'appliquer les précautions standards, ils passent leur temps à désinfecter leurs outils de travail. Mohamedou Diallo et Kabirou Sissé signent ce reportage. Le plan de riposte multisectoriel du virus Ebola poursuit son cours et les populations s'approprient de plus en plus les mesures préventives pour se protéger de la maladie. Conscients que celle-ci peut se transmettre par voie sanguine, les coiffeurs, tout comme leurs clients, ont pris toutes les dispositions idoines. Une fois arrivé chez mon coiffeur, je lui demande de nettoyer tout son matériel avant de toucher à ma tête. Car dans la vie, on ne sait jamais. Je prête attention à la lame qu'il utilise. Si c'est déjà utilisé, je refuse catégoriquement. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, un acte simple mais très efficace pour se prémunir de certaines maladies. Cependant, pour les coiffeurs, désinfecter les outils après chaque usage est devenu une obligation. En tant qu'Africain, après chaque usage, nous désinfectons nos outils de travail avec de l'eau de javel, de l'alcool et autres produits. On n'utilise la lame qu'une seule fois. Avec ou sans Ebola, la propreté doit être de mise dans tous les actes que l'on pose. Et pour ce citoyen, un changement de mentalité est nécessaire. La meilleure manière de préserver, de sauvegarder les Sénégalais, c'est de les apprendre à être propres, même quand il n'y a pas d'épidémie. Regardez autour de vous, c'est dégueulasse partout. Il faut sensibiliser les populations, comment être propre, manger propre, être dans un endroit sain et propre. Tous les segments de la société ont un rôle à jouer dans la lutte contre la fièvre hémorragique à Ebola, et cela commence par le respect strict des mesures d'hygiène. Mohamedou Diallo, en tout cas, l'état de santé du jeune Guinéen infecté par le virus Ebola est placé en isolement à Dakar. C'est nettement amélioré, a assuré ce lundi le ministère de la Santé et de l'Action sociale, précisant dans un communiqué qu'à ce jour, aucun autre cas avéré n'a été détecté par les services de santé au Sénégal. Et puis toujours par rapport à cette maladie, l'Union africaine réunie ce lundi à Addis Abeba pour définir une stratégie à l'échelle du continent contre l'épidémie d'Ebola, a appelé les pays africains à lever toutes les restrictions aux voyages mises en place contre l'épidémie. Il a été décidé d'exhorter tous les pays membres à lever toutes les interdictions de voyage afin que les gens puissent se déplacer entre pays et faire du commerce et afin de favoriser les activités économiques, a déclaré la présidente de la commission de l'UIA, Lamina Zouma, à l'issue de cette réunion d'urgence d'une journée. Il a également été souligné que si les interdictions de voyage devaient être levées, des mécanismes de surveillance adéquats devraient être mis en place au point de départ des citoyens et au point d'entrée, a-t-elle ajouté.
Et puis la transition est toute trouvée pour ouvrir la page internationale de cette édition et nous allons directement en Côte d'Ivoire. Les victimes de la crise post-électorale ont pris la parole publiquement à partir de ce lundi et pendant les 2 mois à venir. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation lance les audiences publiques, ce qui constitue la dernière étape de son mandat. Lors de cette audience, la victime doit répondre aux questions du commissaire, citer les bourreaux et si elle les connaît, une rencontre et une tentative de conciliation seront alors entreprises si d'aventure le bourreau a fait le déplacement. Il devra présenter ses excuses et les commissaires sont censés encourager la victime à pardonner pour faire la promotion du vivre ensemble. Ces audiences ne seront pas vraiment publiques et beaucoup déplorent le manque de transparence de ce processus sur le papier, comme chez les experts en justice transitionnelle qui citent d'autres expériences sur le continent africain. Des commissaires de commissions locales, il y en a 37 au total, regrettent aussi que tout se fasse à Abidjan. Beaucoup soulignent l'importance pour les victimes de pouvoir s'exprimer face à des gens de leur région, victimes comme bourreaux. Une trentaine de personnes seulement ont été sélectionnées par la commission. Toutes les victimes ne vont donc pas pouvoir s'exprimer au total pendant ces 2 mois que vont durer ces audiences. Il est prévu que seule une centaine de personnes sont entendues publiquement alors que 64 000 personnes ont été auditionnées par les commissions locales entre mai et août 2014. Toutes ont été enregistrées dans une base de données qui permettra à ces victimes d'obtenir réparation. Il est aussi question que les commissaires de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation fassent des suggestions de sanctions pénales. Nous parlons des relations entre les États-Unis et l'Irak en attendant que ça forme la grande coalition internationale annoncée par le président Barack Obama afin d'en finir avec l'État islamique. Les États-Unis continuent, notamment à l'aide de bombardements ciblés, à venir en aide à l'armée irakienne. Ainsi, pour la première fois, les avions de combat américains ont étendu à l'ouest de l'Irak leur zone de frappe contre les djihadistes. Il s'agit cette fois de protéger un barrage vital près de la ville de Hadissa. L'État islamique a tenté à plusieurs reprises de s'en emparer. Le contrôle du barrage est en effet crucial. Si les djihadistes s'en emparent ou s'ils le détruisent, les inondations qui s'en suivraient détruiraient plusieurs villes et villages et menaceraient les installations américaines à Bagdad. En matière de production d'électricité, il s'agit du 2e barrage du pays. Jusque-là, les États-Unis avaient concentré leurs frappes sur les positions de l'État islamique au nord de Bagdad. Et dans l'armée, appuyée par les combattants kurdes et les miliciens chiites, à reprendre quelques secteurs, principalement le barrage de Mossoul, le plus important du pays. Mais cette fois, la donne a changé. Aussitôt, l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki dessaisit du pouvoir, ce qui était l'une de leurs principales revendications. Les tribus sunnites sont entrées dans la danse. Elles se battent désormais aux côtés de l'armée irakienne pour le contrôle de Hadissa. Outre les frappes, l'administration de Barack Obama a envoyé des armes aux forces kurdes et plus de 800 conseillers militaires et soldats pour aider les troupes irakiennes et pour défendre le personnel américain à Bagdad et à Erbil, la capitale du Kurdistan autonome. Je vous le disais à l'entame de cette édition, de nouveaux bombardements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à ce lundi aux alentours de la ville portuaire de Mariupol dans l'est de l'Ukraine. Des échauffourées jusqu'ici sporadiques mais meurtrières qui mettent en péril la fragile trêve qui a débuté voici seulement 4 jours. Les affrontements sporadiques continuent dans l'est de l'Ukraine. Dimanche soir, un bataillon de volontaires pro-ukrainiens a fait part d'une attaque au mortier sur un de ses postes de contrôle aux alentours de Mariupol et dont des grondements de bombardement ont été entendus pendant la nuit au loin. La tension est donc palpable, mais on n'en est pas encore dans l'escalade généralisée. Dans un entretien avec Angela Merkel, le président Petro Poroshenko s'est voulu confiant et a fait part de progrès dans l'application des accords de Minsk. Il espère pouvoir
assurer l'envoi d'une mission d'observation de l'OSCE sur place. Mais à supposer que les conditions d'un cessez-le-feu soient créées, on voit mal comment les négociations vont se dérouler. Et les dirigeants séparatistes insistent désormais sur l'ajout d'un nouveau point dans ces accords de Minsk, au lieu de réformes territoriales ou d'autonomie. Eux veulent réclamer l'indépendance des régions concernées. C'est une nouvelle preuve, s'il en fallait, que Kyiv et Donetsk ne parlent pas la même langue. En réaction, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a lui déclaré qu'en cas d'échec des négociations, il demanderait l'instauration de la loi martiale dans l'est de l'Ukraine. Une information beaucoup plus gaie et ça passe par la culture. Vous l'avez tant attendu, vous l'avez réclamé haut et surtout fort. L'album Syllaba est fin prêt. Après 13 ans sans album, le groupe Jelangal revient en force avec la sortie de ce chef-d'œuvre. Notre artiste maison, Amina Gueye, qui a assisté à la conférence de presse, vous propose quelques bribes en attendant la page culturelle de ce mercredi. Oui, donc là, il s'agissait d'organiser la conférence de presse pour parler de Syllaba, le nouvel album de Jelangal, voilà, qui est sorti le 31 août. Voilà, donc Syllaba signifie la longue voie, mais dans notre entendement, c'est le chemin des hommes braves, parce que ce chemin est long, et parfois il y a des embûches, vous tombez, mais il faut savoir se relever. Ce morceau, en fait, si vous voulez, on se base sur la diversité culturelle pour en faire une force, et non une faiblesse. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on vous parle de guerre en Casamance, vous pensez tout de suite, par exemple, au mot Diola. C'est une... voilà, donc on étiquette parfois les choses, parce que la Casamance, c'est un... Si tu veux, c'est un rassemblement de plusieurs ethnies. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que ça doit être une force et non un sujet de dispute. Africa, c'est un peu pour dire aux afro-pessimistes, laissez-nous notre Afrique telle qu'elle est, on l'aime telle qu'elle est. Voilà. Par exemple, quand Jelangal chante en manding, on est beaucoup plus entendu que quand on chante en Wolof. Parce que ceux qui parlent Wolof, c'est pas beaucoup. Le manding, ça vous prend tout le Mali, la Guinée et tout. C'est aussi ça quelque part. Alors, c'est pas codé. C'est-à-dire, la langue n'a jamais été une barrière à la musique. Sinon, aujourd'hui, tous les titres américains qui marchent au Sénégal ne marcheraient jamais. Parce qu'on ne comprend rien du tout. Jelangal, rendez-vous est pris vendredi avec notre Miss Culture, Miss Amina Gueye. Et puis nous, à ce stade de cette édition, nous parlons sport. Voici la page acrobatique de la grande édition. Éliminée par l'Espagne 56 à 89 samedi dernier en huitième de finale, l'équipe nationale de basketball est rentrée à Dakar hier dimanche aux environs de 22 h. Les joueurs et leur encadrement sont accueillis par le ministre des Sports Matar Ba et les responsables du comité de normalisation du basket sénégalais. En plus des supporters et sympathisants de l'équipe nationale de basket, le 12e Gaindé n'était pas en reste. Jam et sa troupe ont assuré l'ambiance. Les Lions ont eu droit aux honneurs dignes de leur brillante performance au mondial. À leur arrivée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le capitaine des Lions, Malay Ndoye, s'est réjoui de voir le peuple sénégalais venu nombreux exprimer leur soutien de solidarité aux Lions de la Teranga. Les finales de la Ligue de Dakar de volleyball disputées samedi au stadium Iba Mar Diop ont vu triompher CSE en dames et Dux et les messieurs, respectivement aux dépens de Diato 3-7 à 1 et CSE Diato 3-7 à 0. Les filles des Stades de Mbour ont réalisé un exploit historique hier dimanche au stadium Amadou Barry de Guédiawaye en mettant fin au règne de l'équipe double championne sortante du Sénégal de handball féminin, Saltigué, partie sur le fil 27 à 25. Pour être complet dans cette page sportive, sachez que les journalistes sénégalais bloqués à l'aéroport de Nairobi, Kenya, faute de visa pour le Botswana, ont reçu ce lundi à 17h30 local, 14h30 à Dakar, les autorisations leur permettant de poursuivre leur voyage. Et puis notre information brève, la Confédération africaine de natation a décidé de reporter à une date ultérieure les 12e championnats d'Afrique de natation qui devait se tenir du 22 au 28 septembre 2014 et à Dakar par crainte de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et puis je pense, et puis c'est exact, c'est la fin de cette édition. Quoi qu'il en soit, il faut bien vous laver les mains et puis désinfecter tous les ustensiles que vous utilisez. Merci de votre attention. Au revoir et bonsoir.